Donc, c'est une tumeur bénigne donc, qui est assez fréquente chez les femmes de plus de 45 ans. C'est une tumeur qui est développée aux dépens des fibres musculaires de l'utérus. Donc, après, il y a plusieurs dénominations. C'est toujours la même pathologie qui a plusieurs dénominations. On a le fibromyome, on a le myome, et on a le. On peut appeler, donc c'est la même chose. On peut appeler ça fibromyome, on peut appeler ça fibrome, on peut appeler ça léomyome. Donc, macroscopiquement, ça, c'est une image. Donc, c'est la partie blanche que vous voyez là. Donc, là où c'est coupé, on a coupé un fibrome en deux. Mais après, ce n'est pas forcément cet aspect. Ça fait partie des aspects possibles du fibrome macroscopiquement. Là, c'est une pièce d'hystérectomie. Donc, la partie phalangique, c'est le corps. Comme vous voyez, c'est tout petit. L'utérus d'une femme est tout petit. Ça fait 6 cm en dehors des grossesses. Après, bien sûr, pendant la grossesse, il y a une augmentation, une hyperplasie des fibres musculaires. Et voilà. Donc, et tout en bas, c'est le col. Donc, la partie basse, c'est le col. Et là, la partie blanche, là, que vous voyez, c'est un fibrome. Donc, là, c'est une photo qui a été prise à Sbehi. Donc, là, par contre, comme vous voyez, c'est vraiment volumineux. Donc, là, c'est parce que c'est un gros utérus. Déjà, pourquoi? Parce que c'était lors d'une césarienne. Et puis, c'est un utérus non seulement gravide, donc qui est augmenté de volume, mais en plus, il y a la présence d'un fibrome donc, qui déforme la séreuse. Alors, la fréquence, c'est une des tumeurs bénignes les plus fréquentes de la femme. Donc, c'est fréquent. Donc, faut pas forcément se ruer vers la chirurgie ou vers un traitement. Parfois, le plus souvent, c'est asymptomatique. Après, il y a certaines populations où on trouve plus cette pathologie que d'autres, par exemple en Afrique. Donc, l'étiologie, il faut savoir qu'il y a plusieurs hypothèses. Donc, la physiopathologie, elle est pas elle est un petit peu complexe. Et après, il y a plusieurs hypothèses. Comme je vous ai expliqué, comme pour l'HTA ce matin, il y a plusieurs hypothèses. Alors, parmi les hypothèses, on a l'hypothèse de l'hyperostrogénie locale. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que les femmes qui ont un terrain d'hyperostrogénie ont tendance à faire plus de fibromes que les autres femmes. Donc, qu'est-ce qui les a poussés vers cette théorie? Déjà, ils ont remarqué qu'il n'y a pas de fibrome avant la puberté. Donc, ça implique que la genèse du fibrome est dépendante des hormones. Ils ont remarqué que la stabilisation ou la régression des myomes, donc il y avait souvent une régression des myomes après la ménopause. Donc, il y a des patientes qui ont des voluminomyomes de 6-7 cm. Et puis, une fois qu'elle est ménopausée, le myome s'atrophie, se calcifie et puis finit par devenir tout petit. Et donc là encore, c'est un des arguments qui les a poussés vers cette hypothèse-là. On a aussi le fait que pendant la grossesse, ils augmentent de volume, qu'ils régressent après l'accouchement, que sous traitement œstrogénique, après traitement hormonal substitutif, donc après la ménopause, il y a toujours une tendance à l'augmentation du volume. Donc là, c'est tous les facteurs qui nous poussent vers une théorie donc, hormonale. Ensuite, on a les facteurs de risque. On a tout ce qui est génétique. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que les patientes donc déjà, il y a la prédisposition familiale. C'est-à-dire que quand la maman a une tendance à faire des fibromes, généralement, même les filles vont avoir des fibromes. On a la nulliparité, l'infertilité, les premières règles précoces, tout ça, ça nous oriente vers un terrain d'hyperostrogénie et l'obésité aussi, parce que je vous ai expliqué ce matin que les patientes qui sont obèses, elles ont tendance à faire une aromatisation périphérique au niveau des graisses, des androgènes vers des œstrogènes. Donc, on va avoir plus d'œstrogènes que chez les patientes qui ont un IMC correct. Alors, l'anatomie, donc c'est une tumeur arrondie, dure, élastique, qui est limitée par une pseudocapsule. Généralement, d'ailleurs, ça, si vous êtes amené à voir des vidéos sur YouTube, vous allez voir que une fois qu'on arrive sur le myome pour faire la myomectomie, généralement, on arrive facilement à le différencier du reste du myomètre parce qu'il est plus dur, il est blanc, et puis dès qu'on a la capsule, on commence à décoller, 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 et ça se décolle tout seul. Voilà. Ça peut être rosé ou blanchâtre. Ça peut aller de quelques millimètres à plusieurs dizaines de centimètres, de quelques grammes à plus de 1 kg. Donc, pour vraiment les fibromes gigantesques. Après, il faut savoir qu'un gros fibrome de plus de 10 centimètres, généralement, on a peur que ce soit un sarcome. Pourquoi? Parce que radiologiquement, il n'y a pas beaucoup de différence entre le sarcome et le fibrome. Le diagnostic, c'est surtout l'anapathe. Donc, quand il y a des facteurs de risque qui vont nous orienter vers un sarcome, c'est-à-dire quand il y a une augmentation rapide du volume du fibrome,
Donc, ce n'est pas un fibrome qui était là depuis longtemps. D'un coup, il y a apparition d'un fibrome puis, et qui augmente rapidement de taille. Et généralement, c'est les patientes qui ont un certain âge. Donc, quand on a un gros fibrome qui est apparu rapidement chez une femme d'un certain âge, on a peur que ce soit un sarcome. Après, généralement, les sarcomes, ils évoluent rapidement et il y a une symptomatologie à côté. Alors là, c'est une image. Donc, on a au milieu, ce que vous voyez en bas, c'est l'utérus avec les petites crampes, les ovaires. Et puis, ce que vous voyez au-dessus avec le fil, c'est un fibrome. Donc, comme vous voyez, il a plus que la taille que de l'utérus, donc d'environ 6-7 cm. C'est deux fibromes, donc deux fibromes sous-séreux. Alors, il y a un souci, je pense. Non, il y a une personne à accepter normalement. D'accord. Alors, donc, on reprend. Voilà. Donc, c'est des fibromes sous-séreux. Alors, la localisation, donc, ils peuvent être localisés n'importe où sur l'utérus. Ça peut être au niveau du corps. Donc, on parle de fibrome corporéal. Ça peut être au niveau de l'isthme, c'est la partie entre le col et le corps. Donc, c'est un fibrome isthmique. Au niveau du col, il peut être antérieur, postérieur. Et puis, par rapport à la paroi utérine, il peut être sous-séreux, il peut être interstitiel ou sous-muqueux. Après, il y a une classification, on va rentrer dans le détail juste après, c'est une classification de Figo qui permet donc de donner le type du fibrome selon sa localisation dans l'épaisseur du myomètre. Alors là, c'est une illustration de là où peut être un fibrome. Voilà, donc là, on a un fibrome interstitiel, donc qui est dans l'épaisseur du myomètre, un fibrome plus sous-séreux, donc qui déforme un petit peu la séreuse. Alors là, c'est la classification de Figo. Donc, c'est une classification qui permet, donc c'est un système de classification des myomes. Donc, on a les myomes sous-muqueux et les autres. Donc, sous-muqueux, c'est le zéro. C'est quoi le zéro? C'est les fibromes qui sont intracavitaires pédonculés, donc sous forme de pédicule. Donc, c'est un fibrome qui est intracavitaire à 100%, qui est pédiculé, qui est accolé à l'endomètre. Ensuite, les fibromes type 1, c'est un fibrome donc, intracavitaire avec une portion intramurale qui est inférieure à 50% de la taille du fibrome. Ensuite, le type 2, donc c'est un fibrome toujours intramural, qui a une partie qui est sous-muqueuse, mais la partie intramurale, elle est supérieure à 50%. Donc, plus de 50% de la taille du fibrome est intramural. Ensuite, on a les autres types de fibromes. Donc, les autres types de fibromes, on a le type 3, c'est un fibrome donc, qui est au contact de l'endomètre, mais donc, toute la composante est intramyométriale. Ensuite, le 4, il est intramural à 100%, c'est-à-dire qu'il n'a pas de composante sous-muqueuse, qu'il n'a pas de composante sous-séreuse. Il est vraiment niché à l'intérieur de l'épaisseur du myomètre. Ensuite, on a le sous-séreux intramural. C'est toujours une classification vraiment selon la taille prédominante de la taille du fibrome. Donc, le sous-séreux, donc le type 5, il a plus de 50% en intramural. Le type 6, moins de 50% en intramural, donc le reste en sous-séreux. Ensuite, le type 7, c'est un sous-séreux pédonculé, donc c'est comme la même chose que celui en sous-muqueux, mais en sous-séreux. Généralement, c'est ces fibromes-là qui ont tendance, donc on parle vous allez entendre parler de torsion de fibromes, c'est ces fibromes-là qui vont se tordre. Les autres fibromes ne peuvent pas se tordre. C'est les fibromes sous-séreux pédonculés. Ensuite, les autres types de fibromes, c'est les fibromes cervicales ou parasitaires, donc qui vont être situés au niveau du col ou voilà. Ensuite, les myomes hybrides, c'est-à-dire c'est les myomes où il va y avoir une partie sous-muqueuse, une partie sous-séreuse. C'est ce qu'on appelle les fibromes type 2-5. Donc, on va avoir une partie sous-muqueuse, c'est-à-dire qu'il y a une partie du fibrome qui communique avec l'endomètre, il y a une partie du fibrome qui donne une bosse donc, au niveau de la séreuse, c'est un type de 5. Donc, ça, c'est une classification. Donc, c'est juste pour situer le type de fibrome dans l'échographie ou dans le compte rendu. Voilà. Donc, là, c'est. Docteur, s'il vous plaît, Oui. il y a une étudiante qui vous dit quelle est la différence entre le type 3 et le type 4? Alors, le type 3, il communique. Voilà. Là, vous avez une image, vous allez pouvoir différencier. Le type 3, il communique avec l'endomètre. Il y a la partie superficielle du fibrome
qui communique avec l'endomètre. Le type 4, il est complètement niché à l'intérieur du myomètre, il ne communique pas du tout avec l'endomètre. C'est ça la différence. Voilà. Donc là, c'est un schéma où vous allez plus reconnaître, plus comprendre la classification. Alors, l'examen clinique. Donc, l'examen clinique, déjà, il faut bien faire son interrogatoire parce qu'un fibrome qui n'a aucun symptôme, parce que souvent, c'est des fibromes qui vont être découverts de manière fortuite, c'est-à-dire que c'est le patient qui va consulter pour un problème ovarien, pour des douleurs pelviennes qui n'ont aucun rapport avec le fibrome, puis on découvre un petit fibrome. Donc, si le fibrome il est asymptomatique, il ne faut pas le toucher. Après, il faut chercher des signes fonctionnels. Donc, généralement, les fibromes, ils restent longtemps muets. Après, le maître symptôme, c'est l'hémorragie. Généralement, c'est les ménorrhagies. Donc, c'est les hyperménorrhées et ménorrhagies. Donc, c'est lorsque le cycle menstruel va... Donc, on va avoir plus de règles, une quantité plus augmentée par rapport au cycle normal. Voilà, où les règles vont se rapprocher, durer plus longtemps. Ils vont être plus abondants avec des coliques expulsives, avec parfois présence de caillots. Voilà. Après, il faut savoir que ces hémorragies-là, elles ne sont pas forcément d'origine du fibrome. Parce que, comme on a dit, le fibrome, généralement, ils évoluent dans un terrain d'hyperostrogénie. Il faut savoir que les terrains d'hyperostrogénie, les femmes qui ont un terrain d'hyperostrogénie relatif, elles ont tendance à avoir un endomètre plus épais que la normale. Donc, c'est des patients qui vont faire donc, cet endomètre plus épais. Ça implique des saignements plus abondants. Donc, surtout quand c'est une patiente qui est en périménopause, on ne va pas se hâter à traiter chirurgicalement ce fibrome. Parce que probablement, ce n'est pas le fibrome qui saigne. Donc, ça fait partie. Il peut saigner de manière mécanique, parce que parfois, quand le fibrome il est au niveau de la surface de l'endomètre, parfois, il y a donc par phénomène mécanique sur la surface, il y a des petits vaisseaux qui vont aller donc, se blesser et saigner. Donc, ça peut être le fibrome qui saigne, mais il faut d'abord s'assurer que ce n'est pas une hyperplasie de l'endomètre. Donc, quand on a un fibrome avec hyperménorrhée, donc avec ménorrhagie, chez une femme qui est en périménopause, on va d'abord traiter l'insuffisance lutéale et le terrain d'hyperostrogénie avant de passer au traitement chirurgical du fibrome. Parce que parfois, le fait de traiter l'insuffisance lutéale et l'hyperostrogénie relative va permettre donc d'arrêter les saignements et au final, on va se dire, ah finalement, cette patiente, ce n'est pas son fibrome qui la faisait saigner, c'était l'insuffisance lutéale et le terrain d'hyperostrogénie. Donc voilà. Après, parfois, c'est le fibrome qui saigne. Donc ça, c'est pour un petit peu vous donner la différence entre donc, voilà, les signes qui accompagnent la présence de ces fibromes-là. Donc après, en dehors des ménorrhagies, on a parfois des leucorrhées inflammatoires. Parfois, on a des douleurs pelviennes. Après, il faut savoir que les douleurs pelviennes, ce n'est pas les petits fibromes qui donnent les douleurs pelviennes. Généralement, c'est les gros fibromes volumineux qui les donnent. Et puis, voilà, c'est surtout des douleurs à type de pesanteur. Donc, il y a un poids, elles sentent qu'il y a un poids au niveau de leur pelvis. Après, on a les signes compressifs, parce que quand c'est des fibromes qui sont vraiment volumineux, s'ils compriment sur la vessie, on va avoir une pollakiurie. S'ils compriment en arrière sur le rectum, on va avoir des constipations chroniques. Parfois, on a même des accidents thromboemboliques quand c'est des fibromes vraiment volumineux qui vont aller comprimer les vaisseaux iliaques. Voilà. Après, exceptionnellement, ils peuvent se manifester par une stérilité ou des avortements spontanés. Voilà, c'est vraiment exceptionnel. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, les fibromes, le type des fibromes qui saignent. Donc, les fibromes qui saignent par eux-mêmes. Par exemple, logiquement, un fibrome sous-séreux ne va pas saigner. Pourquoi? Parce qu'il est sous-séreux. On sait tous que la partie qui saigne pendant les règles, et même en dehors des règles, c'est l'endomètre. Donc, un fibrome qui n'a aucune communication avec la lumière de l'endomètre n'a pas de raison de saigner. Donc, généralement, c'est les fibromes type 0, 1, 2 ou 3. Parce que le 3, si vous vous rappelez bien, il y a une partie qui communique avec l'endomètre. Donc, c'est ces fibromes-là qui vont saigner par rapport aux autres fibromes. Donc, quand on a une patiente qui a un fibrome qui saigne, si c'est un fibrome parmi ces types-là, on va se dire peut-être que ça doit être le fibrome qui est en train de saigner. Alors, l'examen clinique. Déjà, bien sûr, on fait notre examen. Donc, après notre interrogatoire,
Bien sûr, si c'est une patiente qui saigne beaucoup, il faut toujours vérifier les constantes hémodynamiques. On ne va pas s'amuser à examiner sous spéculum une patiente qui nous fait un état de choc, on est d'accord? Donc, on vérifie s'il y a une pâleur, s'il y a des des hémorragies de grande abondance. Donc, ensuite, après avoir éliminé l'urgence, là, on va examiner sous spéculum. On va s'assurer que le saignement est d'origine endo-utérin. Ce n'est pas les parois vaginales qui sont en train de saigner. On va vérifier l'examen du col pour s'assurer que le col est sain, que le saignement ne vient pas du col. Faire un toucher vaginal pour voir est-ce qu'il y a une augmentation. Après, je vous explique, le toucher vaginal, ce n'est pas juste mettre deux doigts dans le vagin, c'est un toucher bimanuel, c'est-à-dire qu'on va mettre deux doigts dans le vagin pour apprécier donc la texture donc des parois du col, est-ce qu'il n'y a pas d'induration, est-ce qu'il n'y a pas de masse. Et en même temps, on va avoir une autre main qui va être en abdominal pour chercher justement cet utérus et voir le volume abdominal. Est-ce qu'il y a une masse latéro-utérine? Est-ce qu'il y a un utérus qui est augmenté de volume? Est-ce qu'il y a un utérus qui est déformé par des bosselures? Ça, c'est surtout quand c'est des fibromes qui sont de grande taille. Voilà. Donc, on commence examen sous spéculum, le toucher vaginal. Ensuite, on passe aux examens complémentaires. Après les examens complémentaires, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand une patiente consulte, quel que soit le motif de consultation, il faut toujours avoir le réflexe de demander les examens de dépistage. C'est quoi les examens de dépistage? Je me répète, il faut que je me répète pour que vous sachiez l'importance des examens de dépistage. C'est le frottis cervico-vaginal et la mammographie. Il faut avoir le réflexe de demander, quel que soit le motif de consultation. Si c'est une patiente qui ne se fait pas dépister, il faut avoir le réflexe de leur demander les examens de dépistage. Ça peut sauver des vies. Voilà, donc, même si elle vient pour des ménorrhagies, même si elle vient pour un fibrome, je lui demande quand même mon frottis de dépistage. La mammographie, si elle a plus de 50 ans. Ensuite, bien sûr, l'examen parfois, si vous êtes amené à venir en consultation pour voir comment ça se passe à Bellois, vous allez voir que les patients qui consultent pour un fibrome, on leur fait même l'examen des seins. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ça un examen gynécologique. Un examen gynécologique, c'est tout examiner. C'est faire l'examen de la vulve, faire le toucher, examiner sous spéculum, demander le frottis et demander une mammographie. Et examiner les seins. Donc, c'est tout ça l'examen gynécologique. Donc, comme on a dit, après l'examen clinique, on va passer aux examens complémentaires. Donc, l'examen de référence, c'est quoi? C'est l'échographie. Donc, elle va se faire par voie endovaginale, bien sûr pour les femmes mariées, et abdominale. Donc, ça va nous permettre de voir la structure de l'utérus. Ça va nous permettre de visualiser le fibrome, si fibrome il y a, de voir environ s'il y a plusieurs fibromes, voilà, faire une petite cartographie. L'hystéroscopie, c'est surtout quand on a un fibrome sous-muqueux. Donc, elle peut être diagnostique ou surtout thérapeutique quand on a un fibrome qui est à prédominance, prédominance sous-muqueuse. Donc, on peut aller opérer cette patiente, enlever le fibrome par voie basse. Et ça nous permet donc d'éviter la morbidité de la chirurgie abdominale, d'éviter donc le temps d'hospitalisation qui va diminuer, les douleurs post-opératoires qui vont diminuer, et ça nous permet aussi de traiter notre patiente. L'hystérosalpingographie, l'hystérosalpingographie, ça n'a aucune utilité dans le fibrome. On la demande surtout quand il y a un contexte d'infertilité. Comme je vous ai expliqué ce matin, quand il y a une infertilité, généralement, on demande l'hystérosalpingographie surtout pour voir la perméabilité tubaire. Voilà. L'ASP, ça n'a aucune... Parce que là, je vous dis, parce que vous allez peut-être trouver tout ça dans des livres. Donc, c'est pour vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, l'ASP, ça n'a plus d'indication. Le scanner, ça n'a pas d'indication. L'IRM, quand est-ce que ça a une indication? C'est surtout quand il y a plusieurs fibromes et qu'on a envie d'aller opérer cette patiente. Donc, l'IRM, ça va nous permettre de nous donner une cartographie précise. Parce qu'il faut savoir que quand il y a vraiment plus de 6-7 fibromes, avec l'échographie, ce n'est pas évident d'aller les situer. Alors, celui-là, c'est le premier, celui-là, c'est le deuxième, celui-là, c'est le troisième. Quand on va aller faire la chirurgie, on aura un petit peu peur de laisser un fibrome qu'on n'a peut-être pas remarqué parce qu'il y en avait beaucoup. Donc, on fait l'IRM pour avoir une cartographie exacte des fibromes pour après être orienté quand on va faire le geste chirurgical. Alors là, c'est une image échographique, donc c'est une échographie. Là, ce que vous voyez, ce qui est arrondi avec une paroi blanchâtre, c'est le fibrome. Donc, vous voyez, après l'utérus,
bon, c'est vrai que cette image échographique, elle n'est pas très très claire pour quelqu'un qui n'est pas habitué à l'échographie. On a une ligne au milieu blanchâtre, c'est l'endomètre, et on a cette petite formation arrondie au niveau, donc à droite, à gauche de l'écran, c'est un fibrome. Alors, oui, alors je vous entends pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous écoute. Ah oui, 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 je vais faire ça. Alors, vous m'entendez toujours? Oui. Ok, parfait, on repart. Oh oui, je vais utiliser le curseur, c'est vrai. J'y ai pas pensé. Alors, voilà. Donc là, on a l'endomètre. C'est ça, c'est cette petite ligne. En fait, c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas habitué à faire l'échographie ne va pas forcément la voir. Et puis là, c'est la limite supérieure. Alors là, je vais pousser ça. C'est la limite supérieure de l'utérus, la limite externe de l'utérus. Donc c'est tout ça. Et ça, c'est le fibrome. Voilà. Donc voilà. Alors là, le fibrome, il est plus ismique, il est là. Donc ça, ce qui est noir ici, c'est la vessie. Ça, c'est l'utérus. Donc, alors, voilà, je j'entoure. Donc là, il est plus visible l'utérus. Et là, cette formation, c'est au niveau cervical, cervical ismique antérieur. On la voit bien, elle est bien arrondie. Voilà. Alors, l'évolution, complications. Comme on a dit, il peut y avoir des hémorragies. Ils peuvent provoquer une anémie sévère parce que généralement, c'est des hémorragies qui vont être récidivantes. On peut avoir la compression. Donc, comme je vous ai dit, les gros fibromes vraiment volumineux, ils peuvent comprimer la vessie, le rectum, les vaisseaux ou l'urtère. Quand ça comprime l'urtère, ça donne des urétéro-hydronéphroses avec des douleurs pelviennes. Ça peut, donc les torsions aiguës, c'est surtout les fibromes pédiculés, donc à développement péritonéal. Donc c'est des douleurs, une douleur brutale. Les hémorragies aussi, comme je vous ai dit, quand c'est pas l'endomètre qui saigne, quand c'est le fibrome qui saigne, c'est les fibromes à développement muqueux, donc 0, 1, 2 ou 3, qui a une partie superficielle qui communique avec la lumière de l'endomètre. Alors, je répète parce qu'on a fait un cas clinique pour le premier groupe et on n'a pas beaucoup qui ont répondu au cas clinique. Donc, j'insiste sur ces détails. Les complications, donc parmi les complications, on a les transformations bénignes. Il y a ce qu'on appelle la nécrobiose aseptique. C'est un phénomène qui, donc généralement, c'est quand il y a un fibrome qui augmente un petit peu de taille et puis qui n'est pas assez bien vascularisé. Donc, il va y avoir une nécrose à l'intérieur du fibrome. Donc, ça va faire que le fibrome il va devenir plus mou quand on le touche. Et à l'échographie, ça va donner un fibrome, donc des plages hétérogènes. Donc, on va voir le fibrome, puis à l'intérieur, on va avoir des plages hétérogènes. Et cliniquement, on va avoir des douleurs pelviennes, parfois très de grosses douleurs, un fébricule. Et voilà. Généralement, on fait le diagnostic avec la clinique et l'échographie. Ensuite, on a les calcifications du fibrome. Ça, c'est rien de méchant. Généralement, ça arrive quand il y a un vieux fibrome qui est là depuis longtemps et on les voit surtout après la ménopause. La transformation maligne, alors là, c'est incertain. Transformation en sarcome est exceptionnelle. Alors, en principe, généralement, ce n'est pas une transformation en sarcome. C'était un sarcome qui était pris pour un fibrome. Et puis, généralement, comme je vous ai dit, le développement, ce n'est pas du tout la même chose. Le sarcome, c'est une masse qui va augmenter de taille rapidement et on va avoir une symptomatologie vraiment bruyante par rapport au fibrome. C'est vrai que c'est vraiment pas facile de faire la part des choses entre le sarcome et le gros fibrome. Donc, quand on a un volumineux fibrome, même s'il n'est pas symptomatique, parfois il faut l'opérer. Voilà. Donc là, c'est une grossesse avec fibrome. Donc là, vous voyez, c'est le sac gestationnel, voilà, avec le petit embryon. Et puis là, vous avez un fibrome utérin intramural. Voilà. Donc là, on a l'embryon de 30, voilà.
de 30 millimètres. On a le sac gestationnel qui est bien tonique, arrondi dans la cavité utérine, donc il n'est pas en extra-utérin. On a le reste du myomètre, le muscle utérin, donc qui va être hyperplasié, hypertrophié pendant la grossesse, c'est normal. Et puis on a le fibrome intramural qui est là. Voilà, donc ça c'est pour vous dire donc, que le fibrome, ça n'empêche pas forcément une grossesse. Voilà, on peut faire une grossesse sur fibrome. Alors, l'association fibrome et grossesse, donc il faut savoir que c'est pas rare. Donc, les complications du fibrome sur la grossesse, il peut y en avoir. Parmi les complications, donc, parfois, on a des avortements spontanés. Ça, c'est surtout quand on a la grossesse, quand on a l'anidation qui se fait sur la partie où il y a le fibrome. Donc, on ne va pas avoir une bonne vascularisation et généralement, il y a un avortement. Après, surtout, le plus souvent, c'est des avortements tardifs ou accouchements prématurés pour les gros fibromes. Pourquoi? Parce que quand il y a un gros fibrome, parfois, il occupe une partie de la cavité endométriale, de la lumière, puis il empêche le développement, il empêche le développement du fœtus. Et donc là, le fœtus, il va commencer à grandir et puis à un moment, il n'y a plus assez de place. Ça va commencer à pousser, elle va faire une menace d'accouchement. Elle peut faire une menace d'accouchement prématuré, elle peut faire un accouchement, donc un avortement tardif ou un accouchement prématuré. Donc, on a ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a la nécrobiose qui peut retentir pendant la grossesse. Il y a aussi une complication dans le postpartum qui est due au fibrome. Donc, il faut savoir que les utérus fibromateux, ils ont tendance à faire, c'est des patients qui vont avoir, donc c'est un des facteurs de risque d'hémorragie de la délivrance. Pourquoi? Parce que les utérus fibromateux, ils vont se rétracter plus difficilement. Parce qu'il faut savoir qu'après l'accouchement, après la délivrance, il y a la rétraction, il y a ce qu'on appelle la ligature vivante de Pinard. Puis quand il y a de plusieurs fibromes, de volumineux fibromes, cette ligature vivante, elle va être un peu plus difficile et ces femmes-là sont plus victimes d'hémorragie de la délivrance. Alors, le traitement, donc, comme je vous ai expliqué, si c'est asymptomatique, c'est un petit fibrome, il n'y a aucun symptôme, c'est l'abstention. Abstention, surveillance, il ne faut rien faire, il ne faut pas alarmer ces patientes. Je leur expliquer que c'est une pathologie qui est fréquente, que ce n'est pas méchant, qu'il ne faut pas forcément opérer. Donc, si c'est asymptomatique, on ne touche pas. Si c'est un gros fibrome avec hémorragie, on peut donner des analogues de LHRH. Donc, ça va permettre donc, de bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, c'est comme provoquer une ménopause. Donc, la patiente, on va lui bloquer toutes ses hormones pour réduire la taille du fibrome. Et ça va nous permettre, alors là, on le donne que quand il y a une indication opératoire. Parce qu'on va réduire la taille du fibrome dans un seul but. C'est dans le but de l'opérer et de diminuer les saignements pendant l'opération. Et donc, ce traitement-là, on ne le donne pas au long cours. On ne va pas s'amuser à provoquer une ménopause chez une femme de 30 ans parce qu'elle a un fibrome. On est d'accord. Donc, c'est un traitement qui ne se donne pas plus de 3 mois et qui se donne seulement en pré-opératoire. Ça veut dire 3 mois avant l'opération, 3 à 6 mois avant l'opération, pour diminuer les saignements, diminuer la taille du fibrome et diminuer la morbidité et le risque de transfusion pendant l'intervention. Ensuite, on a les progestatifs. Alors, les progestatifs, ils n'ont pas comme vocation de réduire la taille du fibrome. Mais comme je vous ai expliqué, comme les fibromes, ils sont souvent associés à des terrains d'hyperoestrogénie, à des terrains d'insuffisance lutéale. Donc souvent, ce n'est pas forcément le fibrome qui va saigner, il y a une hypertrophie de l'endomètre. Donc ces progestatifs-là vont traiter l'insuffisance lutéale et vont donc permettre à ces femmes d'avoir un endomètre de taille normale. Donc ça va traiter la cause des saignements. Voilà. Il n'y a pas de contre-indication à la contraception orale œstroprogestative en cas de fibrome. Ensuite, on a le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, c'est quand il y a un gros fibrome, il y a une symptomatologie. Ça peut être une myomectomie qui peut se faire soit par hystéroscopie, comme je vous ai expliqué, c'est une caméra qu'on fait entrer à l'intérieur de l'utérus avec laquelle on va aller chercher ce fibrome. Donc, c'est les fibromes surtout sous-muqueux, par célioscopie ou par laparotomie. Ou si c'est une femme qui a accompli son projet parental, donc c'est une femme de 45 ans qui a des enfants, donc qui a un gros fibrome qui lui fait mal, qui la gêne et voilà, qui lui donne des douleurs ou qui saigne. Donc là, on peut traiter directement par une hystérectomie. Voilà. Après, le traitement radiologique, c'est l'embolisation. Chez nous, ça n'existe pas parce qu'on n'a pas de centre de radiologie interventionnelle.
Ailleurs, ils font ça, ils provoquent une nécrobiose. Après, il y a des douleurs, mais il y a généralement une diminution de la taille du fibrome. Et merci. Alors, vous avez des questions?